Donc bonjour et bienvenue dans cet entretien sur l'open source comme accélérateur de transition. J'ai le plaisir d'avoir Jaime Arredondo pour cet entretien. Donc la particularité par rapport aux autres intervenants, c'est que Jaime et moi, nous nous connaissons très bien puisque c'est mon mari. Bon, rien, merci. Et donc là, on dirait qu'on est dans deux endroits complètement différents, mais en fait, on est juste dans une pièce chacun. Jaime, ça fait à peu près 8 ans que tu écris sur un blog qui s'appelle Bold and Open, sur le sujet de l'open source. La première question que j'aimerais te poser, déjà avant de rentrer un peu plus dans le détail, c'est qu'est-ce qui t'a poussé finalement à t'intéresser à ce sujet-là? Quel est ton parcours qui t'a amené vers cette thématique qui est pas forcément la plus classique? Merci. Ben, je pense que le début, je l'ai réalisé très récemment. C'était un événement qui m'est arrivé quand j'étais adolescent, je crois que j'avais 16 ans. Mon père a eu un accident de voiture où il y a un gros SUV qui l'a embouti sur le côté et donc il avait la porte complètement enfoncée. Et quand je lui ai demandé s'il pensait réparer la voiture, elle avait déjà 20 ans la voiture et lui, son objectif, c'est de la garder encore 20 ans. Donc quand je lui ai demandé s'il pensait la réparer, il m'a dit que non. Et je lui ai demandé pourquoi, mais il m'a dit bah, parce que ça serait trop cher de le réparer et parce que c'est des pièces qui n'existent plus, qui ne se font plus. Et ça m'a complètement sidéré. Donc maintenant je comprends les logiques derrière le fait de ne pas maintenir des pièces pendant 20 ans, etc. parce que ça coûte très cher à une entreprise. Mais à l'époque, je trouvais ça complètement bête. Les plans existaient, et les machines pour produire cette porte avaient dû exister à un moment. Et ça me paraissait une absurdité de devoir jeter une voiture qui avait 20 ans et qui pouvait encore durer 20 ans euh, à la poubelle. Donc, je pense que idée m'a travaillé très longtemps, de me dire, voilà, les connaissances existent, mais on n'y arrive pas parce qu'elles ne sont pas accessibles. Donc, je pense que ça a été ma première introduction au problème de la connaissance fermée. Donc ça nous met déjà une première brique, cette notion de réparabilité, cette notion d'accessibilité aussi à certaines pièces. Avant de rentrer un peu plus en détail, ça m'arrive assez souvent depuis une dizaine d'années de travailler avec des entrepreneurs. Et en général, quand je leur parle d'open source, les réactions sont vraiment très très fortes parce que pour eux, c'est très important de trademarker, de breveter leur idée. Ils sont toujours dans une sorte d'anxiété de se faire voler leur idée. Et ils parlent tout de suite en fait de brevet et de l'intérêt de breveter. Mhm. Donc avant de rentrer vraiment dans cette logique de l'intérêt de l'open source et pourquoi c'est un accélérateur de transition, de ton point de vue, quelles sont les limites des brevets et quelles sont leurs utilités? Pour voir les deux intérêts. Ben, les limites des brevets, c'est que ben, il y a deux limites. Une limite très pratique, c'est que c'est un droit à poursuivre en justice quelqu'un qui n'est non copié. Mais c'est juste un droit. Il faut avoir l'argent pour pouvoir poursuivre en justice et le temps pour que ça fasse quelque chose. Et l'autre limite, c'est que ça crée un frein à l'adoption d'une technologie qu'on peut diffuser autrement beaucoup plus vite. Euh, C'est-à-dire que si moi j'ai un brevet, donc, par exemple, j'avais lu une histoire comme quoi un vaccin contre la malaria serait possible, mais il y a trop de brevets qui sont nécessaires pour pouvoir la rendre possible. Donc, il y a tellement de barrières à la négociation. Il faut négocier avec 20 propriétaires de brevets et faire avancer ça, et même les identifier, c'est ce qui n'est pas toujours évident. Donc, ça rend très difficile que des idées qui pourraient exister avancent. Donc, les brevets, voilà, c'est en théorie, c'est très bien, mais j'avais lu une étude comme quoi il y a 97% des brevets qui perdent de l'argent. Donc, on a cette protection théorique, mais après, ça veut absolument pas dire qu'une idée va réussir. Et en plus, comme tu dis, finalement, c'est juste un droit à poursuivre, donc ça protège pas. C'est juste Ouais. ça n'empêche pas, en fait, une idée d'être copiée quelque part. Si on n'a pas la capacité financière, le temps, les moyens, les connaissances pour aller, poursuivre en justice quelqu'un qui aurait violé notre brevet. C'est ça. Et en plus, ce qui est bête, c'est qu'une idée, quand elle réussit, elle va forcément être copiée par d'autres gens. Donc, et pour breveter, il faut breveter dans tout le monde entier si on veut vraiment la protéger partout. Donc, c'est des centaines de milliers de dollars. Et donc, c'est pas donné à des start-upers ou des petits entrepreneurs.
c'est juste, en général, c'est surtout utilisé par des grandes corporations qui veulent protéger un peu leur territoire et donc qui ont les moyens pour défendre ça et empêcher d'autres de rentrer sur le marché. Alors justement, pour terminer sur ce sujet brevet, puisque c'est un peu, on va dire, le pendant de l'open source, c'est quoi l'intérêt quand même? Parce qu'il y a des par exemple, il y a des on connaît tous les 2 des personnes qui en vivent, hein, de ces brevets. Ça peut Oui. être aussi un business model. Donc, quels sont les cas où ça peut être intéressant de breveter? Donc tu viens de parler des grandes corporations, mais est-ce qu'il y Mm. en a d'autres? Bah, les cas où ça peut être intéressant, c'est quand on a une technologie qui a un marché juteux et on a des partenaires industriels qui ont ces types de clients et qui ont accès à l'infrastructure pour produire ces produits. Mais voilà, c'est que ça marche, ça marche très bien pour ces gens qui ont des brevets, mais c'est quand même une minorité de cas. Mmh. C'est vraiment dans le cas où c'est une façon de financer une, R&D, par exemple, très pointue, pour Mm. lequel, en fait, on va être rémunéré pour notre capacité, finalement, à apporter des innovations, très précises. Peut-être que dans ce cas-là, c'est peut-être plus Oui, pertinent. voilà. Ouais. OK, et donc là, donc si on bascule du côté de l'open source, donc toi, tu décryptes quelque part, ces stratégies-là. Heu, Par rapport à tout ce que tu as pu observer, tout ce que tu as pu analyser, sur ton blog et à travers, ben, tout ton toute ta connaissance sur le sujet, quelles sont finalement les stratégies open source qui vont le mieux fonctionner? Est-ce que tu as des exemples? Bah, Parce qu'on a vu, pardon, juste pour faire le lien avec ce qu'on vient de voir, on a vu qu'il y a la stratégie brevet qui fonctionne dans certains cas et qui a pas forcément, une utilité partout. Donc c'est quoi une stratégie finalement avec l'open source? une stratégie open source marche particulièrement bien pour des produits ou des projets qui sont extensibles euh, et qui peuvent être faciles à enrichir par d'autres gens. Et donc, par extensible, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être comme la Wikipédia, ça peut être extensible dans le sens où des gens peuvent rajouter du contenu. Ça peut être extensible comme le logiciel ou du hardware comme Arduino, où des gens peuvent rajouter des fonctionnalités par-dessus, ajouter de nouveaux graphismes, de nouveaux thèmes, de nouveaux plugins, de nouvelles librairies de fonctionnalités par-dessus. Ou ça peut être extensible dans le sens comme le Reaper Café, où d'autres gens peuvent organiser des événements autour d'eux et faire passer à l'échelle une certaine méthodologie ou un certain type d'événement. Donc ça, c'est si un projet est facile à étendre par d'autres, il y a un potentiel à développer un projet open source très solide, qui a le pouvoir de se faire améliorer par la communauté. Et là, tout à l'heure, tu disais, une idée qui est réussie va être de toute façon copiée. Donc finalement, par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est quoi l'intérêt d'être copié? C'est quoi l'intérêt d'être copié? Ben, c'est quand on démarre un projet, en général, on n'a pas beaucoup de réseau, on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, En tout cas, on n'a pas les mêmes moyens qu'une grosse entreprise qui est établie depuis des dizaines d'années. Donc, le fait de se faire copier permet que ce soit les autres qui développent notre marché et notre entreprise avec nous. Donc, au lieu de lutter contre eux, ben, on profite de leur énergie pour avancer beaucoup plus vite sur des idées qui sont pas forcément très développés ou qui ont des marchés encore très peu mûrs. Donc là, tu as cité, Wikipédia, il y a aussi, des logiciels, Hypercafé. Est-ce que tu as d'autres exemples d'initiatives qui ont réussi à se développer plus largement grâce à l'open source? Oui, il y en a énormément. Ben, dans les produits physiques, il y a Arduino, pendant le Covid, on a eu Maker, c'était des ingénieurs qui, face à la pénurie de de respirateurs dans les hôpitaux, ils se sont dit, bon, ben, on va redévelopper un produit en open source qui va coûter 10 fois moins cher avec des produits standards qui sont déjà accessibles dans des euh, quincailleries. Et ils ont réussi à développer un respirateur pour 1000 euros au lieu de 10 000 euros en commençant à le développer en open source. Donc, ils ont eu l'armée qui a commencé à collaborer avec eux pour leur proposer des produits et tester des choses. Il y a il y a beaucoup d'exemples. Il y a WordPress dans le logiciel, il y a Wikipédia, il y a énormément de déclinaisons de la Wikipédia, même commerciale,
Il y a un site qui s'appelle Fandom, qui est une espèce de Wikipédia pour tout ce qui est fanatique des films, des jeux vidéo, où eux-mêmes se créent leur propre wiki sur les univers de leurs héros. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples que je pourrais partager, mais après, dans le monde aussi paysan, il y a l'atelier paysan, où il y a les paysans se développent eux-mêmes leurs propres outils. Ils, ils ont des besoins, ils vont à l'atelier paysan, ils testent avec des experts comment ils peuvent le designer, et ensuite ils les adaptent à leurs propres besoins et ils le repartagent en open source. Donc d'autres paysans peuvent ensuite adapter ces outils qui existent déjà à leurs propres besoins. Donc là, c'est moins le passage à l'échelle, mais plus euh, la personnalisation par rapport à leurs besoins locaux. Mmh. Donc là, dans ce que j'entends, j'entends beaucoup une notion de décentralisation quelque part, Mm. puisque c'est l'ouverture à la communauté qui va permettre d'enrichir et en même temps de pouvoir personnaliser par rapport à ses propres besoins, plutôt qu'on va dire un modèle classique d'un MacBook, vendu, dans le monde entier à Mm. l'identique, qui est complètement breveté, où on n'a pas forcément la possibilité de le personnaliser autant que qu'un produit, on va dire, open source. Donc, je vois tout à fait l'intérêt, en tout cas du point de vue des utilisateurs. Quel est l'intérêt, enfin, dans ces stratégies open source, enfin, qui dit stratégie dit aussi, rentabilité. Mhm. Donc comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut développer un produit, un service en open source et être rentable? C'est une question très simple, il faut juste vendre quelque chose pour plus cher que ce qu'elle nous coûte à produire. C'est c'est tout simple. Donc, comment dire? Est-ce que tu as un exemple peut-être, d'une société qui est très rentable, hein, tout en étant dans une stratégie open source? Oui, c'est très technologique. Donc, mais un des pionniers dans le hardware, c'était Arduino et Adafruit, où ils ont commencé à produire des kits électroniques. Et au début, ils se disaient, bon, on va partager ces plans en open source et n'importe qui va pouvoir se les reproduire chez soi. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens voulaient pas ils étaient reconnaissants d'avoir accès à la technologie, au plan et à comprendre comment ça fonctionnait. Mais je disais, moi, j'ai pas forcément envie d'aller m'embêter à chercher toutes les pièces à gauche et à droite pour le reproduire moi-même. De même que si moi j'avais un plan d'un aspirateur, je ne m'amuserais pas forcément à le produire. Je vais plutôt aller l'acheter tout fait. Donc, ces gens-là, ils ont commencé à produire ces kits pour leur communauté, pour les gens qui leur demandaient. Et donc, voilà, ils avaient une liste de matériaux qui coûtait X et ils mettent leur marge par-dessus et le revendaient. Et maintenant, c'est des entreprises. Arduino, ils ont plus de 30 millions de clients. Adafruit, ils doivent être pas très loin, et bon, etc. Donc, il suffit de comprendre qu'est-ce qu'on apporte à nos clients, voir si ce qu'on leur apporte vaut plus que ce que ça leur coûte, et leur vendre. Donc en fait, ce que je comprends aussi, c'est que s'exposer à des communautés d'utilisateurs et être beaucoup plus dans la co-création, ça permet aussi d'identifier des leviers pour les satisfaire, enfin, pour satisfaire des besoins, d'identifier des besoins à satisfaire pour reformuler et de leur proposer finalement des services ou des produits qui leur facilitent la vie et qui leur permettent à la fois d'accéder à la technologie ou à la connaissance, tout en aussi leur proposant, on va dire, un catalogue, quoi. C'est ça. Et, Super. dans ce cas-là, c'est vraiment la communauté qui aide à définir la suite du catalogue. Mmh. Alors, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs difficultés, c'est quoi leurs freins, et donc on peut continuer à leur rendre service en déblayant tous ces obstacles. Et comme tu disais tout à l'heure, finalement, ça on est dans une logique où on va développer son entreprise, heu, avec finalement ses utilisateurs. Donc ça, c'est une façon aussi d'aller plus vite ou d'aller plus loin probablement. Mm. C'est ce que Oui, tu veux dire? il y avait un exemple que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années, WordPress. Ils avaient partagé une liste où ils montraient le nombre de personnes qui touchaient en trafic et le nombre d'employés. Donc, ils comparaient Facebook, Amazon, Twitter et eux. Donc, ils avaient été tous plus ou moins dans les mêmes ordres de grandeur, des centaines de millions de personnes touchées par leur site. Mais ils avaient genre 10 fois moins d'employés que les autres. Parce qu'ils peuvent s'appuyer sur une communauté
de gens qui les aident à développer leurs produits et qui les aident à distribuer ce qu'ils font beaucoup plus largement que ce qu'ils pourraient faire autrement. Donc l'open source, finalement, c'est un levier pour faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Alors si je me fais un petit peu l'avocat du diable, parce que là pour l'instant on se dit bah, l'open source c'est la clé pour beaucoup de choses. Je pense notamment à des scandales qui avaient eu autour de Wikipédia Mhm. par rapport au fait que ceux qui contribuaient le plus, bah, finalement biaisaient quand même le contenu de Wikipédia, puisqu'en plus il y avait une histoire de comité qui était mâle, blanche, Oui. et donc ça crée des biais par rapport à des contenus. Donc comment ça se passe? Quels sont les garde-fous finalement pour permettre d'à la fois d'être dans la co-création avec une communauté d'utilisateurs et en même temps de faire en sorte de garder une certaine qualité et une certaine objectivité. Oui, bah ça, c'est un vrai problème. La diversité dans la communauté open source. D'ailleurs, c'est pas parce que c'est open source que c'est bon. Il y a, pour prendre l'exemple le plus extrême, il y a Daesh, qui on peut considérer ça une organisation open source, où il y a des gens qui ont mis des pistolets en imprimante 3D qui peuvent être faits de manière décentralisée. Donc tout ce qui est open source, c'est pas forcément bon. Là, le point qui est important que tu évoques, c'est il faut réfléchir à la diversité des profils et il y a une gouvernance aussi diversifiée qui assure que tout le monde peut participer. Comme tu dis, dans Wikipédia, c'est formé au début autour d'hommes blancs d'un certain âge. Et, euh, et après, c'est difficile à défaire si ça même si on a la volonté de le faire, après, c'est difficile de changer cette culture-là. Donc c'est aujourd'hui qu'on a un peu cette conscience, c'est important de réfléchir à inclure un panel diversifié d'acteurs dans sa gouvernance. Un autre problème, par exemple, pour revenir à Arduino, dans la fondation Linux, aujourd'hui, pour participer à la gouvernance, il faut aussi financer la fondation. Donc, plus tu participes, plus tu as de voix. Et donc, il y a énormément de gens qui développent Arduino, des petites entreprises ou des petits contributeurs, mais qui n'ont pas de voix dans cette gouvernance. Donc, le développement de tout cet écosystème est en train d'être dirigé par des grosses boîtes, alors qu'il y a énormément d'autres acteurs qui en dépendent, mais qui ne peuvent pas participer dans ce genre de décision. Donc c'est très important, voilà, d'inclure d'autres parties prenantes qui ne sont pas forcément aussi évidentes, mais de les inclure pour s'assurer de la résilience et de la robustesse de cet écosystème. Mhm. Et alors peut-être tu peux nous en dire nous parler un petit peu de ce que tu fais par exemple avec l'ADEME, parce que je pense à l'Extrême Défi, qui est un projet qui s'appuie sur l'open source pour changer une industrie. Donc est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire aussi comment est-ce que vous avez fait en sorte d'inclure en fait ces parties prenantes et de faire en sorte aussi que ce soit représentatif d'un certain univers. Oui. Donc l'extrême défi, c'est un projet qui a été commencé par Gabriel Plaça avec l'objectif de développer une nouvelle filière entre le vélo et la voiture. Donc les vélos, parce qu'ils ne peuvent pas couvrir tous les usages qui vont faire que les gens vont lâcher la voiture, et remplacer les voitures parce que c'est beaucoup trop lourd par rapport aux besoins qu'on en a. Donc le XD, ce qu'il a fait au début, c'était pour créer cette filière, on va voir de quels acteurs on a besoin. Donc, ils ont proposé d'abord à des développeurs de véhicules de proposer des concepts et des prototypes. Mais ensuite, pour les développer, il a fallu aller chercher d'autres financements auprès d'autres agences publiques ou privées et aller chercher des fabricants de voitures et des fabricants de composants. Donc, des Valeo, des Michelin, des Renault. Donc, le, le rôle de développement de communauté, c'est d'aller voir quels sont d'abord les freins de ces concepteurs de véhicules, qu'est-ce qui les empêche d'avancer, et ensuite de tester avec des clients, et ensuite de qu'est-ce qu'il faut aussi pour adapter des routes à ces véhicules pour pouvoir les rendre compatibles avec les voitures. Et donc voilà, bah, c'est vraiment un travail de qui on a besoin, quels sont leurs freins, et comment on peut leur enlever ces freins pour les faire travailler ensemble. Et ensuite créer des ponts entre tous pour qu'ils puissent collaborer. Et donc toi, une de tes particularités aussi, c'est à la fois c'est ta connaissance de l'open source, mais aussi on l'a bien compris, c'est cette notion de communauté, de créer des communautés autour de communs. Et donc dans le cadre de cet extrême défi, quel a été ton point d'attention? Qu'est-ce que tu as fait par rapport à cette notion de communauté? Bah, le... Notre point d'attention particulier, c'était de comprendre où sont
les points sur lesquels ils peuvent collaborer, donc qu'est-ce qu'ils devraient mutualiser comme développement. Donc par exemple, on avait une quarantaine de candidats, mais ils n'ont pas tous... ça serait dommage qu'ils développent tous tout le véhicule de zéro. Donc il y a peut-être des parties qui peuvent développer en commun, arrêter de économiser de l'argent sur ces développements. Donc par exemple faire des suspensions en commun, des pièces, des pneus, développer plein de pièces qui pourraient leur servir les uns les autres, et donc pour aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'était un peu, nous, ce qu'on cherchait, c'était des chantiers où ils pouvaient mutualiser, en open source ou pas. Le but, c'était surtout de les faire travailler ensemble et de mettre les véhicules entre les mains de clients qui puissent tester ça pour avoir des retours et améliorer rapidement un véhicule désirable. Hmm. Donc, si on transposait ça dans d'autres domaines, comment, dans la perspective où aujourd'hui, un des enjeux, c'est le changement climatique, des crises sanitaires, des crises environnementales et sociales multiples, comment Mhm. est-ce que l'open source peut être intéressant pour pouvoir nous aider finalement à résoudre tous ces défis? Comment est-ce que tu vois les choses? Oui, bah, bon, il y en a énormément plus, mais là, les deux plus évidents qui me viennent à l'esprit, c'est le premier, bah, c'est qu'on peut répondre beaucoup plus rapidement à une crise en open source. On l'a vu avec les crises du Covid, avec aussi la crise de Fukushima, où il y a des développeurs en open source qui ont commencé à faire des mesureurs euh, de radioactivité Activité? merci, en open source et qui ont pu être diffusés très très vite par rapport à ces problématiques. Donc, dès qu'il y a une crise, c'est beaucoup plus rapide d'y répondre et de collaborer pour trouver une solution et de la diffuser rapidement. Là, on a vu par exemple pendant le Covid, des vaccins brevetés n'ont pas pu être accessibles pour le tiers-monde parce que c'était breveté et on ne voulait pas leur donner les plans de comment le produire, alors qu'ils avaient parfaitement les moyens de le produire en Inde et en Afrique du Sud. Euh, et la deuxième idée, j'ai oublié. Mais euh, Tu parlais de la voilà. petite paysan peut-être aussi, je sais pas. Oui, ben c'est voilà, c'est d'adapter aussi localement les solutions beaucoup plus vite parce que voilà, une solution standard n'est pas forcément adaptée à tous les contextes. Donc, face à une crise, on peut l'adapter localement beaucoup plus facilement. Et donc, aujourd'hui, on a vu en tout début de cet entretien qu'il y avait beaucoup de blocages, en tout cas de ce que j'observe moi dans le monde de l'entrepreneuriat, de cette volonté tout de suite de penser brevet, alors on a discuté déjà des limites. Donc finalement, par rapport à des acteurs économiques, ou même publics, je ne sais pas, pourquoi pas, quel serait, comment dire, comment est-ce qu'ils pourraient mieux intégrer finalement cette façon de penser, c'est-à-dire penser dans une logique de décentralisation, de participation de communauté. Est-ce qu'il y a des exemples déjà et quel serait l'intérêt pour eux, finalement? Oui, 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 ben, il y a beaucoup de... ben, peut-être le point de départ, ça serait de comprendre quels sont leurs objectifs de leur organisation et quels sont leurs challenges, quels sont leurs défis principaux. Et donc, à partir de là, réfléchir comment est-ce que impliquer une communauté pourrait nous aider là-dessus. Si on répartissait tout ça, comment est-ce que ça pourrait aller plus vite? Donc là, par exemple, ça me fait penser à un projet avec lequel j'avais travaillé avec la SNCF, où l'agence doit simuler des infrastructures assez régulièrement pour créer des gares, pour créer des infrastructures ferroviaires, etc. Mais il dépendait de simulateurs propriétaires. Donc ça avait des impacts sur des gares, des investissements à des milliards d'euros. Mais voilà, ils demandaient des études sur ces simulateurs propriétaires et ne comprenaient pas les résultats parce qu'ils recevaient des choses différentes par rapport aux mêmes formules. Donc ils se sont dit, bon, on va redévelopper ces mêmes simulateurs en open source et on va les mutualiser avec les autres SNCF allemandes, suisses, espagnoles, etc. On va les mettre en open source, on va partager nos algorithmes, nos modèles, etc. Et donc là, ils ont créé une fondation qui s'appelle la Open Source Association, pardon, la Open Rail Association. Et donc maintenant, ils peuvent commencer à mutualiser toutes ces données, aller beaucoup plus vite et avoir des résultats beaucoup plus fiables. Et donc, et l'argent public, il est investi de manière beaucoup plus intelligente. Au lieu d'investir, de dépenser des millions dans des licences propriétaires et ne pas avoir accès
aux données et à pouvoir l'étendre et l'améliorer comme eux l'entendent, là, ils peuvent vraiment l'étendre dans toutes les directions. Et donc il y a cette notion aussi d'interopérabilité, si c'est ça aussi, ou c'est un autre sujet? Si, si, c'est tout à fait ça. OK, donc un autre aspect, c'est cette notion, on a déjà un peu parlé, mais cette notion aussi de coopération, de faciliter la coopération, d'être plus intelligent, ensemble plutôt que de vouloir, tout garder, au sein de son organisation. Et ce que tu dis, ça me fait penser en fait, alors c'est peut-être pas exactement de l'open source peut-être, mais en tout cas, comment l'appliquer à des instances publiques, c'est vraiment cette notion de participation, ouvrir le débat, impliquer des citoyens dans l'imagination de nos services publics, par exemple. Donc ça rejoint la démocratie participative, peut-être d'autres dimensions. Mais, ça me fait penser, on a beaucoup parlé en fait de produits, on a parlé de technologie. Il y a aussi la connaissance, on en a Mhm. parlé avec Wikipédia. Est-ce que il y a d'autres exemples qui, heu, qui sont pertinents sur cette notion de mettre la connaissance en open source? Ben, dès qu'il y a de la connaissance, tous les sujets qui sont dans des livres ou dans l'éducation pourraient être mis en open source. Après, l'enjeu maintenant, c'est ensuite de créer une communauté autour de cette connaissance. Comment faire que les gens l'enrichissent? Parce que c'est pas parce que c'est en open source que ça va, les gens vont s'en emparer, le diffuser et l'enrichir. Donc, toute connaissance peut être étendue, peut être appliquée, peut être pratiquée ensemble. Mais la difficulté, voilà, c'est comment est-ce qu'on crée des ponts pour la communauté pour qu'elle puisse comprendre comment contribuer, comprendre l'intérêt pour elle de contribuer. Et ensuite, euh, c'est le verbe en anglais empower, mais comment leur donner ce pouvoir de s'emparer du truc et ensuite de les récompenser pour reprendre ce leadership dans l'enrichissement du commun. Alors là, justement, on rentre aussi dans un de tes domaines d'expertise, c'est comment est-ce qu'on crée une communauté qui soit active, qui participe? Quels sont tes conseils, en fait? Comment tu crées ce cadre de contribution et de leadership? Bah, moi, ma manière de le faire, c'est la manière lente, mais sûre. C'est vraiment d'aller parler aux gens, de comprendre, pas forcément parler avec beaucoup de gens, mais parler avec une dizaine de personnes au minimum, et comprendre quels sont justement bah, voilà, leurs défis, sur quoi ils travaillent, avec qui est-ce qu'ils aimeraient être mis en relation, et quels sont les outils qu'ils utilisent aujourd'hui. Et ensuite comprendre bah, voilà, quels sont les points en commun qui fait que les gens seraient intéressés à contribuer, à utiliser le commun et ensuite ben, à participer avec d'autres gens. Donc là, il y a deux manières de lancer des communautés, c'est avec un grand lancement ou un petit lancement. Le grand lancement, ça ne marche pas parce que en général, les gens, on n'est jamais prêt au début, donc les gens voient une première version et se rendent compte que c'est pas du tout mûr et donc si ça intéresse pas grand monde, ils voient qu'il n'y a pas d'activité, tout le monde part et ne reviendra plus jamais. Alors qu'avec un petit lancement, on peut commencer à inviter une dizaine, vingtaine de personnes et commencer à avoir des conversations avec eux et à engager ces gens-là. Et une fois qu'on a un petit groupe qui est actif, on peut commencer à venir des personnes de 5 en 5 jusqu'à faire grossir une communauté de manière plus ou moins organique. Et cette activité fait que les autres participants peuvent donner la bienvenue aux autres, les acculturer et peu à peu ben, les faire monter en compétences aussi. Donc voilà, c'est pas la version rapide, mais c'est la version sûre de comment créer une communauté. Mmh. Est-ce que tu as des exemples? Bah, je pensais par exemple à la Team for the Planet où c'est un petit peu leur fonctionnement, il me semble. Je sais pas si tu veux en Oui, parler ou si tu as d'autres exemples? ben, pour prendre un exemple un peu célèbre, c'est Facebook ont commencé comme ça. Ils ont commencé d'abord dans leur campus à Harvard et ils ont commencé, voilà, on active tout ce groupe-là et quand ils ont appris à activer un petit groupe, ils sont allés dans d'autres universités où ils ont fait la même chose. Et une fois qu'ils ont saturé les universités, ils sont passés, on invite les familles et les amis de ces étudiants. Et donc c'est aujourd'hui où on a des milliards de personnes sur Facebook. Mais c'est le fonctionnement de pratiquement tous les projets open source que je connais. Où d'abord, on commence avec un petit groupe, le Repair Café par exemple. Ils ont commencé avec un atelier de réparation à Amsterdam. Ça a tellement plu qu'il y a des gens qui ont demandé est-ce que je peux faire ça dans ma ville? Et donc là, la fondatrice a fait son manuel de comment elle a organisé son premier atelier. Et donc ensuite, ça s'est répandu.
comme une traînée de poudre dans tout le monde. Maintenant, il y a 2500 villes qui organisent des repas café. Mmh. Donc il y a cette notion aussi, enfin si je devais un petit peu résumer ce que j'ai appris, sur, une stratégie open source qui soit efficiente, il y a cette notion, une vision presque entrepreneuriale finalement dans la stratégie, c'est de démarrer petit. C'est de faire en sorte de bien comprendre, les besoins de notre communauté, de les inclure, pas à pas, d'étendre, de manière, organique. Et puis aussi de trouver des leviers, de bien comprendre quel est leur intérêt finalement à contribuer pour pouvoir ensuite, bah, se nourrir en fait l'un l'autre. J'ai l'impression que c'est une espèce de C'est ça. relation, gagnant-gagnante entre, l'entreprise qui a une technologie, une connaissance et toute la communauté derrière qui va vouloir contribuer à faire, contribuer et participer à développer finalement, l'entreprise. Est-ce qu'il y a Ouais, quelque exactement. chose qu'on n'a pas abordé sur ce sujet que tu voudrais ajouter ici? Ouf, il y a énormément de choses, mais non, je pense qu'on a fait un bon tour. On pourrait en parler pendant des heures, hein. Je pense qu'on a déjà fait un bon premier tour du sujet. OK. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Ce que je retiens un autre aspect que je retiens aussi, c'est que, ben, face à des crises environnementales comme on est en train de les vivre, si on arrive à créer des conditions à la fois de partage de connaissances, de personnalisation locale et de collaboration, effectivement, ça nous fait 3 leviers qui permettent d'aller beaucoup plus vite, Mm. d'avoir des solutions auxquelles on n'a pas forcément pensé, qui nécessitent, peut-être moins d'investissement que ce qu'on imagine aujourd'hui, qui sont beaucoup plus adaptés aussi localement. Tout à fait. Et peut-être un dernier levier dont on n'a pas parlé, c'est que l'open source, si quelqu'un ne réussit pas, quelqu'un d'autre peut prendre la relève. Donc, Mmh. si un entrepreneur n'a pas été assez bon à diffuser son truc, mais que le projet il tenait la route, ça peut quand même servir ailleurs. Ben, par exemple, le projet WordPress, à la base, il avait été commencé par un Corse, un projet qui s'appelait B2 Café Log à l'époque, mais il a fait un burn-out, il a disparu de son écosystème, et il y a un Américain et un Anglais qui ont repris la main, Matt Mullenweg et, je me rappelle, et Tom Little, je crois. Et ils ont lancé WordPress, qui maintenant est devenu ce succès. Donc c'est intéressant de prendre aussi en compte cette compostabilité de l'open source. Cette, transférabilité aussi qu'on dit. En tout cas, il y a derrière, on peut vraiment, faire en sorte que ça tombe pas dans l'oubli et qu'un échec ne prive pas, on va dire, l'humanité d'une bonne idée quoi, quelque part. Exactement. Mm. OK et ben, merci beaucoup, pour tous ces éléments qui j'espère vont nourrir la réflexion à grande échelle pour pouvoir, bah, aller beaucoup plus vite, mieux et ensemble, pour résoudre tous ces problèmes. Mm. Bien sûr, Hélène. Merci.